Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit. C'est vrai que de nouveaux récits, ça va pas en plus. C'est important pour le chemin qu'on a à faire. Le nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Je dis souvent, moi qui ai fait des études de sciences dures, que ça m'a beaucoup appris et que j'ai découvert qu'il existait les sciences sociales dans un de mes premiers postes ensuite et que j'ai découvert tout un monde qu'on ne nous avait pas appris. Nouveaux récits. Et c'est vrai des deux côtés, c'est-à-dire que je pense que les sciences dures sans les sciences sociales, c'est un peu bancal, mais que les sciences sociales sans les sciences dures, c'est aussi très bancal. De penser que la technologie n'aura aucun impact positif demain sur une partie des solutions, c'est se tromper. Mais de penser que c'est uniquement la technologie qui va résoudre le problème, c'est aussi se tromper. On reste un laboratoire d'expérimentation de ce que pourraient être demain les entreprises. Et ça, c'est notre force, tout en ne vivant pas dans un monde féerique hors de la réalité. Ouais. C'est l'éternelle question de l'œuf et la poule. Je crois que j'en parlais avec toi au début de l'entretien. Moi, je suis absolument convaincu que le consommateur, c'est-à-dire nous, citoyens, on a un rôle essentiel. Si on ne se rappelle pas ça quand on est consommateur, on oublie qu'on est un homme politique ou une femme politique avec sa carte bleue, avec la décision d'achat qu'on a. Attention à ne pas vouloir être celui qui va changer le monde tout seul, parce que ça, c'est à mon avis, c'est se tromper fortement. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et vous écoutez Nouveau Récit, un podcast produit par Précis. Nouveaux récits. Bonjour Eric. Bonjour Fouad. Je suis Fouad Souak et bienvenue sur Nouveau Récit, le podcast où nous explorons les trajectoires, les idées qui réinventent les modèles économiques et sociaux et culturels de notre époque. Et aujourd'hui, mon invité est Éric Challant-Belval, une voix singulière dans le paysage économique français, président du MEDEF 35, mais avant tout un entrepreneur social dont l'engagement trouve racine dans la terre bretonne. Et ce qui rend Éric pertinent pour Nouveau Récit, c'est son parcours atypique. Né à Rennes, marqué très jeune par, je crois, le naufrage de l'Amoco Cadiz, et choisit d'investir toute son énergie dans des projets à impact. D'abord impliqué dans les nouvelles technologies, il décide ensuite de consacrer sa carrière à la transformation de l'économie locale, notamment avec la Feuille d'Érable, une entreprise pionnière du recyclage et de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, à la tête des acteurs économiques bretons, il porte une vision pragmatique et audacieuse d'un capitalisme humaniste capable d'allier performance économique et inclusion sociale. Alors pourquoi recevoir Éric aujourd'hui ? Parce que nous vivons un moment charnière où les crises écologiques et sociales questionnent la viabilité même de nos modèles économiques traditionnels et dans un contexte politique national et international marqué par l'incertitude et les doutes sur la croissance. Éric affirme qu'une décroissance brutale n'est pas une solution viable, mais que la réponse se trouve plutôt dans une croissance différente, sobre et circulaire, fortement ancrée dans les territoires. Alors, au cœur de notre échange, nous allons explorer comment construire cette économie nouvelle en Bretagne, comment fédérer les acteurs publics, privés et les citoyens autour de projets industriels durables et pourquoi il est urgent de prendre publiquement la parole avec pédagogie et sincérité pour défendre ces projets. Et enfin, à travers son expérience concrète à la Feuille d'Érable, nous examinerons comment l'économie sociale et solidaire peut devenir un levier puissant de transformation économique et sociétale en Bretagne et ailleurs. Éric Challant-Belval est ici pour nous raconter cette histoire, une histoire dont nous avons aujourd'hui profondément besoin, celle d'une économie à visage humain, tournée vers l'action et le dialogue, capable de naviguer entre ambitions économiques et impératifs écologiques. Bienvenue dans Nouveau Récit. Rebonjour Éric. Rebonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, mais tu as déjà tout dit, on va peut-être s'arrêter là. C'était très complet, très synthétique. C'était l'épisode et un beau résumé des choses. Qu'est-ce que tu en penses de cette introduction ? Écoute, elle est relativement conforme à ce que j'aurais pu dire si j'avais réfléchi autant que toi au sujet. Donc oui, c'est tout à fait ça. D'une part, on est sur un territoire assez atypique, donc peut-être suis-je atypique, mais c'est aussi le territoire qui l'est et qui permet ce genre de choses. Mais voilà. Comment tu te présenterais ? Waouh. Écoute, je me présenterais comme
sans doute quelqu'un qui aime peut-être ne pas être toujours dans la conformité, c'est certain, qui aime aussi qu'il y ait des passerelles, des ponts, des liens entre les disciplines. Et moi, j'ai toujours été très frappé quand j'étais étudiant, que quand on rentrait dans un secteur pour se former, on nous formait une seule partie de l'hémisphère. Je dis souvent, moi qui ai fait des études de sciences dures à Beaulieu, que ça m'a beaucoup appris et que j'ai découvert qu'il existait les sciences sociales dans un de mes premiers postes ensuite, et que j'ai découvert tout un monde qu'on ne nous avait pas appris. Et c'est vrai des deux côtés, c'est-à-dire que je pense que les sciences dures sans les sciences sociales, c'est un peu bancal, mais que les sciences sociales sans les sciences dures, c'est aussi très bancal. Et ça, c'est très français d'avoir toujours une vision en tuyau d'orgue, où on doit être très performant dans un domaine sans trop regarder ce qui se passe à côté. Et je crois que c'est presque la base du développement durable qui dit ça. C'est-à-dire que certains pensent que le développement durable, c'est les petits oiseaux et les arbres. Alors, c'est super important, les oiseaux et les arbres. Je suis évidemment très convaincu de ça. Mais que de vouloir sortir les oiseaux et les arbres de l'écosystème général, c'est-à-dire de l'économie et du social, c'est complètement masquer la réalité de l'écosystème tel qu'il est. Donc voilà, donc j'ai été sans doute frappé quand j'étais jeune étudiant de cette difficulté qu'on a en France à comprendre qu'il faut appréhender tous les domaines. Alors évidemment, on n'est plus à l'époque où on pouvait avoir un savoir universel. Le savoir est trop complexe, trop large, mais en tout cas, il faut essayer de penser global, comme diraient certains. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, et tu rentres vraiment dans le vif du sujet. Il y a un neuroscientifique et philosophe spécialisé des sciences cognitives qui s'appelle Alex Moukébert. Je ne sais pas si tu vois. Il faudrait que tu t'y intéresses. Et alors, il expliquait un truc très intéressant, c'est que quand il participe à une conférence, on le présente comme un neuroscientifique. Alors même que sa spécialité, c'est plutôt les sciences cognitives et la philosophie. Et parce que, au final, il en ressort plus crédible, et d'ailleurs les organisateurs en ressortent plus crédibles parce qu'on considère les sciences dures comme des sciences plus crédibles, alors même qu'elles sont moins matures. C'est vrai que les sciences humaines et sociales, en vérité, existent depuis plus longtemps, ont éprouvé depuis plus longtemps leur méthodologie, évaluent de manière aussi encore un peu plus importante l'impact que l'on a sur notre quotidien, sur notre vie, alors qu'elles manquent de valorisation, de revalorisation au sein même de nos entreprises. Et que ce qui fait probablement davantage la réussite d'une entreprise, c'est moins finalement ces technologies que la manière dont elles sont appréhendées, dont elles changent les comportements, dont elles drivent le changement, etc. À quoi penses-tu que cela est dû ? C'est toi qui m'as lancé là-dedans. Parce que je te laisse le temps de réfléchir. Parce que si on prend par exemple les enjeux climatiques, on a des tonnes de personnes, d'entreprises, d'applications technosolutionnistes très centrées sur la technologie en considérant que ça va être le moyen de régler nos problèmes, alors que le meilleur moyen de changer les choses ou d'améliorer les choses, c'est de changer nos comportements. On n'a pas besoin de technologie pour changer nos comportements. Je crois que le drame, c'est qu'on veut toujours réfléchir en binaire, c'est 0-1 ou c'est blanc ou noir, et que j'ai un peu l'impression que c'est évidemment les deux. Alors, je ne veux pas faire du Bayrou dans le texte, mais c'est évidemment les deux. C'est-à-dire que de penser que la technologie n'aura aucun impact positif demain sur une partie des solutions, c'est se tromper. Mais de penser que c'est uniquement la technologie qui va résoudre le problème, c'est aussi se tromper. Donc, il faut essayer de trouver cet équilibre intéressant entre les deux, quoi. On ne peut pas tout demander à la science, et en tout cas, c'est faire un pari particulièrement dangereux que de penser que la science va régler totalement le problème de la planète, mais en même temps l'évacuer. Mais alors ça, il faut ne pas avoir compris comment les sciences ont apporté énormément, et surtout la médecine, surtout l'hygiène, surtout voilà. Donc forcément, il y aura un impact, et on le voit bien aujourd'hui. Comment la réduction de consommation d'énergie sur un certain nombre d'appareils, c'est bien la science qui le permet, et c'est bien. Et demain, quand on n'aura plus d'automobiles qui roulent au pétrole, on sera bien content qu'il y ait eu des nouvelles technologies d'inventer pour réduire cet impact sur le climat. Ouais, je suis tout à fait d'accord.
Néanmoins, on voit que les technologies vivent ou peuvent être traversées par des gaps technologiques pendant lesquels elles ne progressent plus. Si on prend par exemple les véhicules électriques, on sait que pendant 10 ou 15 ans, on ne saura pas augmenter les capacités et l'autonomie des voitures. A contrario, quand on passe ce gap, on a souvent une accélération au final de leur impact sur l'environnement. On prend par exemple Internet et l'IA. L'IA aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est énergivore et donc c'est une menace grandissante aussi pour l'environnement. Donc à un moment donné, comment l'humain et les organisations se positionnent pour faire en sorte d'adopter ces technologies de manière justement un petit peu raisonnée. Et j'en viens à un des sujets qui est important pour toi, c'est peut-être cette différence dans la manière de mener les entreprises et l'économie entre une économie libérale et un peu décomplexée, qui ferait fi d'ailleurs en fait de tous ces enjeux, avec cette approche technologiste. Et juste pour préciser, ce podcast n'est pas anti-techno. Moi, j'adore les technos, je suis un grand geek, il n'y a aucun problème, et c'est vrai qu'on peut réinterroger les choses. Et donc cette économie un peu plus raisonnée, qui se veut plus durable, qui va repenser les principes de performance, qui va repenser les principes de résilience et de robustesse, tu vois. Comment toi, et d'ailleurs ça sera l'occasion pour toi de présenter La Feuille d'Érable, qui est l'entreprise que tu diriges depuis maintenant 2007, je crois. C'est ça. Qu'est-ce que La Feuille d'Érable? Quels sont vos services? Et comment places-tu cette entreprise, La Feuille d'Érable, dans ces enjeux de redéfinition de l'économie? Alors peut-être il faut qu'on refasse un peu l'histoire de La Feuille d'Érable pour que les auditeurs comprennent bien. Donc La Feuille d'Érable, sa date de naissance, c'est avril 83, à une époque où on parlait pas de recyclage, où on parlait assez peu de développement durable même. Et l'idée est née dans une librairie associative qui s'appelait L'Érable à Rennes, boulevard de la Tour d'Auvergne. L'idée est venue de ces amoureux de la lecture, du livre et donc par extrapolation du papier. L'idée est venue sur un constat, celui de « mais mon Dieu, pourquoi laisser partir aux ordures ménagères les journaux, Ouest France, Télégramme, les livres de poche et autres que l'on lit, que l'on use Est-ce qu'on ne peut pas se mettre à recycler les papiers des Rennais d'abord, parce que c'est vraiment né à Rennes avant de s'élargir à la Bretagne, mais voilà, comment on fait pour qu'on ne mette pas aux ordures ménagères et donc à l'incinération ou à l'enfouissement toute cette forêt urbaine qu'on trouve chez nous. Et donc ce sont ces lecteurs-là, dans cette librairie associative, qui ont décidé de recycler avec leurs petits bras les papiers des Rennais. Donc ça part d'abord d'une utopie, comme souvent dans ce qu'on peut qualifier d'économie sociale et solidaire, mais on reviendra sans doute sur le terme qui ne me plaît pas toujours beaucoup. En tout cas, on part d'une utopie, mais si l'utopie, on ne la confronte pas au principe de réalité, souvent c'est voué à l'échec. Et là, c'est bien ce que ces militants d'origine ont fait, c'est de se dire allons-y, on va recycler les papiers des Rennais. Et principe de réalité, ils rencontrent des papetiers et ils s'aperçoivent que recycler des papiers, ça demande des millions de francs à l'époque. C'est pas du tout à la hauteur d'une association qu'était la librairie L'Érable de l'époque, ça n'est même pas à hauteur d'une PME. Il faut un outil industriel énorme, coûteux. Et donc là, ils comprennent qu'il faut comprendre, il faut s'intéresser à la filière, il faut la décrypter. Et ils voient dans cette filière une possibilité d'être l'acteur première étape, on va dire, de cette filière du recyclage du papier, celui qui va aller chercher le papier, le trier et envoyer les bonnes matières aux papetiers qui en réclament et qui en ont besoin. Et c'est comme ça qu'est né ce début d'activité de collecte, d'abord sur des collectes tout à fait bénévoles, il n'y avait pas de salariés à l'époque, en achetant un vieux tube Citroën, je crois, à la mairie à l'époque de Rennes, 500 francs. Et je tacle toujours la mairie en leur disant quand même, ils auraient pu donner cette vieille camionnette à l'époque, mais non, bon. En tout cas, on a démarré comme ça. Et là, on voit que le professionnalisme, il commence à se mettre en place, parce qu'il suffit pas d'avoir des belles idées pour que ça marche en réalité. Il faut les structurer, il faut les confronter à la réalité, il faut prendre le temps de se former auprès des personnes qui ont déjà un savoir-faire en la matière. Et évidemment, les papetiers nous ont beaucoup formés en nous expliquant quel était ce monde du papier et du recyclage. Il y a, je sais pas, 160 sortes de papier. Aujourd'hui, il y a une norme qui les
décrypte. Et donc, envoyer du papier, ça veut rien dire. Il faut envoyer tel papier à tel endroit. C'est ça la réalité de l'industrie. Okay. Le papier blanc que l'on envoie, si vous avez dans ce lot la couleur, il va être pollué et le papetier ne pourra pas refaire des ramettes blanches. Si vous envoyez autre chose que des journaux, magazines dans une usine qui va refaire du papier journal, vous risquez de polluer le gisement et voilà. Donc il y a une vraie notion de compréhension du métier, de la filière. C'est ce qu'ils ont fait dans ces années 83. Et en découvrant ce métier, ils se sont dit, ben voilà, il faut aussi que pour que ça dure, qu'on ait une réflexion forte sur le modèle économique. Vouloir faire des choses, c'est formidable, mais pour que ça dure, il faut que ça tienne la route économiquement, sinon on vit hors sol. Et donc le modèle s'est construit petit à petit d'une part sur la revente de la matière, mais pas que, parce que aucun modèle ne tient la route dans notre métier uniquement sur la revente de la matière. Et donc on est devenu petit à petit, au fil des ans, prestataire de services, à la fois pour des collectivités, et ensuite il y a eu des appels d'offres, mais aussi directement prestataire pour une entreprise, un notaire, un restaurant, que sais-je. Et c'est assez formidable l'histoire de cette entreprise, la Feuille d'Érable, parce qu'elle est pour moi emblématique et caractéristique de la mise en place du développement durable de manière très concrète. On en parlait tout à l'heure, le développement durable, c'est évidemment l'environnement. C'est la première des choses à laquelle on pense, la préservation de l'environnement. Donc l'idée de départ, c'est bien une idée de préservation de l'environnement, puisque c'est comment je peux préserver la ressource naturelle qu'est le papier issu des forêts pour pouvoir en faire de nouveau quelque chose. Donc premier constat, c'est l'envie de faire quelque chose dans le domaine environnemental. Et puis, il y a ensuite cette notion d'économie dont on a parlé. Ça, c'est construire quelque chose. Et c'est le deuxième pilier, en réalité, du développement durable économique. Il n'y a pas de développement durable sans économique. Et donc, le modèle économique a permis de durer. Et puis, troisième pied, ça a été autour des années 90, l'idée de se dire, OK, on est assez performant maintenant. En tout cas, on a un impact positif sur l'environnement avec la collecte et le recyclage des papiers. On a un modèle économique qui tient la route. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme performance sociale dans ce qu'on fait? Et c'est là où on a décidé de réserver un certain nombre de postes de travail à des personnes en situation d'exclusion et de répondre à ce besoin social en employant des personnes en difficulté sur notre métier de collecte, de tri et de conduite. Troisième pilier du développement durable, le social. Il n'y a pas de développement durable sans environnement, sans économique et sans social. Et peut-être que si j'ai participé à rajouter une pierre à l'édifice en arrivant en 2007, c'est la notion de gouvernance et donc de management. C'est comment on fait société ensemble. D'ailleurs, c'est drôle comme le mot société veut dire les deux choses. Société, c'est à la fois une société et une entreprise, et c'est aussi faire société, c'est-à-dire des individus qui vivent entre eux. Voilà, donc moi j'ai ajouté cette chose qui me paraît extrêmement importante dans les organisations, c'est la gouvernance et le management. Donc Feuille d'Érable, c'est emblématique de la mise en place concrète du développement durable dans ce pays. Incroyable. Et il existait un modèle avant que la Feuille d'Érable n'existe? C'était dans ces années-là beaucoup d'idées qui venaient et des tentatives de faire des choses. Et c'est ça qui était assez formidable. Et on l'a fait sous cette forme associative qui permet sans doute au départ un certain nombre de choses, même si aujourd'hui on y reviendra. Mais le modèle associatif n'est plus du tout aujourd'hui en phase avec ce qu'on est devenu. C'est pour ça qu'on a évolué. Mais à l'époque, ça permettait d'initier beaucoup de choses de manière un petit peu informelle, très, très, très rapidement. Alors, il y a eu sans doute beaucoup dans ces années-là, beaucoup à la fois des chantiers d'insertion, des associations intermédiaires, plein de choses initiées sur l'envie de faire dans l'environnement et dans le social. Mais très souvent, alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le modèle Feuille d'Érable, qui est une entreprise inclusive aujourd'hui, c'est le mot entreprise. On en reparlera. Je crois profondément au modèle entreprise. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un modèle dans lequel, me semble-t-il, on peut à la fois être performance, les salariés peuvent s'épanouir et se révéler. C'est un modèle concurrentiel et marchand tout en incluant un certain nombre de notions dans les appels d'offres qui peuvent être liés à l'inclusion notamment. Voilà, je pense que c'est un modèle hybride tout à fait prometteur pour l'avenir. On est un peu un laboratoire, et on l'a été dès 83. Je pense qu'on reste un laboratoire d'expérimentation de ce que pourraient être demain les entreprises. Et ça c'est notre force, tout
tout en ne vivant pas dans un monde féerique hors de la réalité. Ouais. Moi, je suis contre les aquariums à exclure, je l'ai souvent exprimé. Je pense que ce qui est notre force, ce qui n'est pas le plus simple, mais ce qui est notre force, c'est d'être dedans, d'être dans le combat quotidien du monde économique, marchand, concurrentiel, et que les salariés qu'on accueille sont des salariés de droit commun. C'est des gens qui ont un véritable contrat de travail, qui sont payés à la convention collective, en l'occurrence notre métier qui est lié aux déchets. C'est des gens qui sont tout à fait dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. On ne crée pas quelque chose à part pour préserver les gens. Et je crois profondément que ça a été une grosse erreur à un moment donné, et ça partait d'une bonne intention, c'est de vouloir absolument préserver les gens du monde tel qu'il tourne, sous prétexte qu'ils sont fragiles. Et je crois qu'au contraire, il faut les aider, il faut étayer, il faut construire avec eux, mais c'est justement dans le monde tel qu'il est qu'il faut qu'ils arrivent à se reconstruire et à revenir. C'est pas en les mettant à part. J'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête et c'est passionnant parce que là, si je devais rebondir sur tout ce que tu viens de dire et notamment sur cette partie inclusive et sur cette partie entrepreneuriale, c'est déjà de considérer que les personnes qui viennent travailler à la feuille d'érable, il y a une vie après. Donc, c'est de l'insertion. Peut-être que pour certaines personnes, ils ne font pas toute leur carrière et leur vie à la feuille d'érable, et que c'est un moyen de rebondir ailleurs et de se réinsérer socialement, professionnellement, et puis en fait de dérouler finalement sa carrière. Et je pense que tu vas nous en parler. Mais j'aimerais illustrer aussi la raison pour laquelle je t'ai invité ici et la raison d'être même de Nouveau Récit et moi le positionnement que j'ai au sein de mon entreprise, ma propre entreprise, précis. Pourquoi j'accompagne aussi ces acteurs. Ça pourrait même d'ailleurs un acteur comme la Feuille d'Érable, c'est de considérer l'entreprise comme un acteur citoyen et politique qui agit sur son territoire. Et les entrepreneurs, c'est cela. Ce sont aussi des entrepreneurs un petit peu activistes, un petit peu militants, qui considèrent que ces choses-là, la manière dont on transforme la société, l'économie et les territoires, peut se faire, voire doit se faire au sein des entreprises. Et pas forcément à travers les associations, qui est un autre modèle, qui est tout à fait légitime, et parfois il faut y tendre. Et je pense que c'est aussi un petit peu sur cet aspect-là, en fait, que tu pointes du doigt, ce terme générique d'économie sociale et solidaire qu'on peut cantonner ou résumer à l'aspect associatif, alors qu'à regorge d'exemples d'entreprises privées, en tout cas issues du droit privé. Donc, je te laisse rebondir justement sur cet aspect insertion professionnelle, seconde chance. Peut-être que tu n'aimeras pas ce terme de seconde chance, mais en tout cas de réinsertion, et qui est cette dimension humaine extrêmement importante. Le contrat de travail que on propose à la Feuille d'Érable et qui est tout à fait lié au modèle entreprise d'insertion, c'est l'idée d'être un sas, d'être un endroit où on va être en tremplin vers quelque chose qui nous ramène vers le monde habituel, classique, on va dire. Donc, par définition, celui qui va rentrer sur un contrat d'insertion chez nous, il ne restera pas plus de 2 ans. Et en moyenne, il reste 15 mois, quand on regarde bien. Alors, il y a certains qui vont, au bout de 6 mois, être prêts à partir dans une autre direction d'entreprise plus classique. D'autres, il faudra les 24 mois. Il y a aussi des échecs, même s'ils sont relativement limités, parce qu'on a un taux de réussite qui est au-delà des 80%. L'idée, c'est justement d'être dans la dynamique et pas dans le statique, et que effectivement, je leur dis souvent, ta vie a été cabossée, c'est une certitude, mais aujourd'hui, si nous, on t'accueille, c'est aussi et d'abord parce que tu vas tenir un poste de travail, que tu as les compétences et les qualités pour le faire, et que tu vas surtout bien servir notre client, parce que si tu ne sers pas bien notre client, le client va ne plus être client. Et c'est bien les clients qui permettent, par les factures qu'ils payent, de te payer. Toi, j'allais dire, l'économie n'est pas plus compliquée que ça parfois, à leur expliquer en tout cas. Voilà. Et ils me disent souvent, tu sais, c'est la première fois dans notre parcours cabossé et chaotique que quelqu'un nous dit que c'est pour nos qualités, nos compétences, et qu'on va bien et qu'on va bien faire le job. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est évident. Mais rien que de partir de ce postulat-là, ça change le regard et ça change leur capacité de se reprendre en main. Alors, évidemment, tout de l'accompagnement social qui est fait en France, il est de grande qualité. Bien sûr, il n'y a pas à dire là-dessus. Mais on oublie une chose, c'est qu'il ne faut pas que l'individu se perde dans cette histoire, et qu'il faut que nous, dans l'accompagnement qu'on fait, qu'on soit des entreprises ou des travailleurs sociaux,
il faut redonner la dignité de la personne par sa capacité à reprendre sa vie en main. On est là pour étayer, mais on n'est pas là pour le mettre à part en disant « tu n'as pas la capacité de faire, pauvre petit garçon, pauvre petite fille ». Donc, laisse-nous faire, on va faire à ta place et nous, on va te préserver du monde tel qu'il est, mais ce monde dur et difficile. Et c'est quelque chose de pragmatique. Hein. Je ne suis pas certain qu'à 25 ans, je pensais comme ça. C'est parce que j'ai découvert que ça fonctionnait. Et moi, je suis un grand pragmatique. Parce que tu l'as éprouvé. Mais oui, c'est que j'ai compris par les premières expériences dans ce monde-là qu'à partir du moment où on était hyper rigoureux dans les règles, eh bien, les personnes se sentaient mieux avec des règles claires qu'avec une espèce de, soi-disant liberté élargie. En réalité, les premières fois où j'ai eu des entretiens avec des salariés en insertion dans les années 2007, certains ayant eu des comportements étranges et pas acceptables pour moi, quand la discussion se faisait avec eux, je leur disais « Mais pourquoi tu as fait ça ici, là, dans la feuille des rames, ce comportement-là ? Demain, tu vas aller dans une entreprise dite classique, tu vas refaire ça ?» « Ben non, je ne ferai pas ça, me dit-il. Ah oui. Alors pourquoi tu le fais chez nous ? Parce que vous êtes une entreprise d'insertion, donc on peut se permettre de le faire puisque vous êtes différent. Et ce jour-là, en tout cas, c'est pas un seul exemple, mais sur celui-là, j'ai compris que il fallait absolument s'affirmer comme étant une entreprise à part entière et de dire que on aurait des règles comme toute entreprise et que ces règles, on n'y dérogerait pas. Et souvent, ils me disent, nos salariés qui rentrent sur des contrats comme ça, vous nous prenez jamais au dépourvu, c'est clair dès le départ de la signature du contrat. On sait exactement où sont les limites. Je dis souvent, l'entreprise d'insertion, elle doit avoir des limites encore plus claires qu'ailleurs, probablement, mais on est beaucoup plus souple dans le cadre que peut être une autre entreprise. C'est à l'intérieur du cadre que la souplesse peut se trouver, mais le cadre, il est beaucoup, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus clair qu'il ne pourrait l'être ailleurs. Et c'est ça qui fonctionne. Alors, je pense que là, c'est important aussi de tendre un petit peu vers les exemples. C'est-à-dire, quelles sont les difficultés, par exemple, de ces personnes qui ont vocation à venir travailler dans le cadre d'un emploi d'insertion et qui est difficile pour eux à mettre en œuvre. Exemple, je sais pas, par exemple, des horaires. C'est un sujet important et on va rebondir après. Mais moi, je pense les collectivités, notamment départements, qui sont l'acteur d'insertion sur les territoires, ils ne peuvent rien faire, en fait, pour l'emploi des personnes, en fait, éloignées de l'emploi sans les entreprises. D'où l'intérêt d'entreprises comme la tienne, mais qui fait face à des défis, effectivement, quant à leur intégration et, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, quant à leur productivité et donc sur leur capacité future à être des employés et des collaborateurs performants. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne faudrait pas penser que l'insertion, c'est des comportements différents. C'est les mêmes comportements que tout salarié, sauf qu'ils sont souvent exacerbés. D'accord. Et tu le citais, un des premiers, c'est la ponctualité, évidemment. Et donc, c'est un des premiers trucs sur lesquels on va travailler avec eux, mais pas en étant en train de fliquer les choses. On leur dit, mais voilà le contrat qu'on a ensemble et regarde le règlement intérieur. Une absence, ça sera un avertissement oral. 2 absences, ça sera un avertissement écrit. 3 absences, ça sera une mise à pied. Et à la 4e, on arrêtera le contrat. Tu prendras la porte. Donc, les règles sont claires. Voilà, qu'est-ce que c'est que des règles claires ? Et en réalité, quasi jamais on arrive à la 4e étape, qui est le licenciement. Et on leur dit, mais ce que je te dis là, c'est pas pour t'enquiquiner, c'est simplement parce que, regarde, concrètement, un camion benne à ordures ménagères, c'est un conducteur poids lourd et 2 rippers à l'arrière. Si toi, le matin, en tant que ripper, t'es pas là, t'as une demi-heure de retard, le camion va partir, sans toi. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est ton collègue ripper à l'arrière, tout seul, qui va faire ton boulot. Parce que le boulot, il va falloir le faire. Parce que le client, il doit être satisfait que si on a des cartons à collecter dans le centre-ville de Rennes, il est hors de question qu'ils ne soient pas collectés. Donc, et on n'a pas un individu sous la main en claquant des doigts pour te remplacer. Et tu comprends bien que c'est pas acceptable que ça soit ton collègue qui fasse 2 fois le boulot. Et là, souvent, ils n'avaient pas intégré cette notion-là. Ils pensent que c'est pas grave d'arriver en retard au début, parce que voilà, il y a toujours plein de raisons pour arriver en retard. Moi, ce matin, mon réveil n'a pas sonné, par exemple, mais je suis pas arrivé en retard, pour autant. Et donc, voilà, on leur explique les raisons du pourquoi on est rigoureux là-dessus. Il y a plein de raisons. C'est pas simplement pour organiser la vie de manière très militaire. C'est pas du tout ça le sujet.
Voilà, donc souvent, c'est des comportements classiques, mais exacerbés. Après, la ponctualité, c'est une chose, le respect des consignes, c'en est une autre, évidemment. Et encore une fois, si on donne des consignes et qu'il y a des process dans l'entreprise comme dans toute entreprise, ça peut être, par exemple, pour la sécurité. Si on te dit, tu dois mettre un gilet jaune pour rentrer dans l'atelier parce qu'il y a un Fenwick et que si tu mets pas ton gilet, peut-être que le conducteur du Fenwick ne le verra pas, c'est bien pour la sécurité, c'est pas juste pour faire beau. Et voilà. Il y a plein de raisons. Pourquoi on t'oblige à mettre les équipements, ce qu'on appelle les EPI, les équipements de sécurité, comme les chaussures de sécurité, c'est bien parce que si tu te fais tomber quelque chose sur le pied, ça va préserver ton pied, que on tient à ce que tu rentres chez toi entier. Il faut toujours, c'est ça la pédagogie, c'est expliquer pour comprendre pourquoi. L'autre aspect qu'on travaille beaucoup avec eux, et ça c'est souvent dans les premiers mois, ces personnes qui relèvent de l'insertion, elles ont potentiellement plusieurs problématiques. Ça peut être à la fois, elles n'ont pas de logement. Ça, je prends des cas un peu isolés, mais ça peut être quelqu'un qui n'a pas de logement, qui est à la rue ou qui est en foyer. Ça peut être quelqu'un qui a des dettes énormes, qui n'a pas et qui a fait l'autruche depuis plusieurs mois ou plusieurs années et que il va falloir qu'on restructure ça avec elle. Ça peut être des gens qui ont été sous addiction à un moment donné et qui ont besoin de reprendre pied dans le travail. Ça peut être des gens qui étaient ou qui sont toujours sous main de justice et dont le juge d'application des peines va autoriser, dans une période de transition vers la sortie, à travailler, s'ils ont un contrat de travail, à pouvoir sortir dans la journée pour bosser. Donc, il y a plein de cas de figure possibles et qui font qu'ils ont l'autorisation de postuler à un contrat d'insertion. Donc nous, notre premier boulot, ça va être de remettre un peu les règles et de les définir. S'il y a besoin de travailler le logement c'est un des problèmes quand même majeurs. Aujourd'hui, là, bien sûr, on va être à la manœuvre avec eux. On va jamais faire à leur place, clairement, jamais à leur place. Le coup de fil, c'est eux qui vont le passer. Mais en revanche, on va vérifier que ce sur quoi, dans l'entretien avec notre RH, ils se sont engagés, ils l'ont bien fait la semaine d'après. Et si jamais ils n'ont pas appelé pour tel logement, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et on va rembrayer les choses avec eux. Donc le logement, c'est quelque chose d'essentiel pour restabiliser la vie de la personne. Et puis on l'a dit, la santé. Très souvent, les personnes en difficulté et qui sont sous traitement pourraient dire « Formidable, j'ai là l'opportunité de bosser. Je veux tout de suite être à temps plein. » Et puis ils vont oublier qu'ils ont des rendez-vous médicaux parce que l'essentiel dans ce moment-là, ça va être d'être au travail parce qu'un travail ramène un salaire et que pour se réinclure dans la société, évidemment, c'est important d'avoir ce salaire. Mais s'ils oublient leur rendez-vous médical, ils peuvent très vite sombrer totalement dans les problèmes de santé qu'ils avaient auparavant. Donc nous, notre boulot, ça va être de vérifier qu'ils n'oublient pas ça et par exemple de dire, sur les premières semaines, tu ne seras pas à temps plein. Tu vas rester à 30 heures, par exemple, parce que tu as besoin, le vendredi, par exemple, d'aller à ce rendez-vous au CHU pour le traitement qui est le tien. Donc, il y a tous ces éléments qu'on va mettre en place les premiers mois et les premières semaines. Et petit à petit, pour les amener vers une capacité d'autonomie forte et ensuite un temps plein et reprendre pied totalement. Et après, le travail, ça va être avec eux de vérifier vers quoi ils ont envie d'aller demain, vers quel métier, quelle entreprise. Et il y a aussi la notion de formation qui intervient. C'est très souvent les personnes, pas tout le temps, mais très souvent les personnes en situation d'exclusion ont un niveau de formation initiale très, très bas. Et donc, il va falloir retravailler ce truc-là. Et c'est parfois vers la formation qu'il faut qu'ils retournent et pas tout de suite vers l'emploi après le passage dans l'entreprise fédérale. Voilà, donc les cas de figure sont nombreux. Et on a chez nous une personne qui est responsable des ressources humaines, qui est en charge de l'insertion, c'est Maëlle, et dont c'est le métier depuis de nombreuses années chez nous, qui fait parfaitement bien son taf. Et son métier, c'est effectivement d'observer toutes ces nécessités-là auprès de la personne et de l'aider, de l'accompagner, d'étayer, de regarder si le chemin est possible avec eux, sans jamais faire à leur place, ça j'insiste, parce que c'est totalement néfaste de vouloir faire à leur place. C'est passionnant. C'est passionnant. La question que je me pose ici, c'est, tu as évoqué des chiffres assez élevés de réinsertion. C'est-à-dire, en fait, les enjeux et le contrat que tu te fixes de réinsertion sont globalement atteints. Quelle est la méthode que tu mets en place à la feuille d'érable avec tes collaborateurs pour faire en sorte que on tende vers le zéro échec? Ça, c'est ma première question.
Et la seconde question, c'est est-ce que tu as réussi à identifier, est-ce qu'il y a une tendance qui émerge sur les raisons de ces problèmes, des problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, des erreurs de parcours ou des difficultés que l'on peut traverser, qui nous font dérailler, qui nous font sortir un petit peu justement en fait de ce chemin, soit parce que en fait on a très mal commencé quand on était jeune, ou soit parce qu'encore une fois il s'est passé un événement, parce que c'est aussi ce soin-là qu'il faut apporter à ces personnes, de sorte que la réinsertion soit durable, voire permanente. Alors, sur la première question, le zéro échec, c'est comme le zéro défaut dans l'industrie. Pardon de la comparaison un peu rapide, mais il faut tendre vers, mais je suis bien conscient qu'on n'aura jamais 100% de résultats. Pour plein de raisons. Ce qu'il faut dire, c'est que l'entreprise d'insertion, elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Référence Michel Rocard, il manque la moitié de la phrase. Mais elle doit y prendre sa part. Et pourquoi je dis ça avec un peu d'humour, c'est que il y a des candidats qui vont venir postuler pour un poste en insertion dont on sait, au moment de l'entretien et en observant un peu le parcours précédent, qu'il n'est pas encore possible pour lui de rentrer dans une entreprise. Ça, il faut pas se mentir. Il y a des gens qui ne sont pas rendus pour plein de raisons, pour des raisons d'addiction, pour des raisons de comportement psychologique, s'ils ont des troubles psychologiques de la personnalité. Moi, mon rôle, c'est pas d'aller mettre un camion entre les mains de quelqu'un de schizophrène et de faire un accident dans les rues de Bretagne. Donc, je suis aussi responsable en tant que dirigeant de qui je recrute. Donc 100% des gens qui candidatent ne sont pas 100% de ceux qui sont retenus. Donc il y aura forcément, comme toute entreprise, on fait un recrutement à partir d'un CV, à partir d'un entretien, à partir de la motivation, sur des gens évidemment qui peuvent prétendre à un poste en insertion. Mais parmi ceux-là, on va sélectionner. Et que ceux qui ne sont pas en capacité, on n'ira pas les envoyer au casse-pipe. Et donc on va pas non plus leur dire, bon, tu peux retourner chez toi. On va leur dire, écoute, t'es pas encore rendu, t'es pas forcément là en capacité de prendre un poste dans une entreprise. Essaye peut-être d'aller d'abord voir tel et tel dispositif qui existe en France. Hein, je pense au chantier d'insertion ou autre. Et là, tu fais cette première étape. Et nous, quand un nouveau poste dans 1 an va s'ouvrir de nouveau, peut-être que là, tu seras en capacité. Mais nous, on veut pas t'envoyer au casse-pipe. Et donc, il faut d'abord reconstruire un certain nombre de bases pour pouvoir accéder. Étant donné que l'entreprise d'insertion, c'est la dernière étape, la dernière marche avant l'emploi classique. Sur la deuxième question, pourquoi est-ce que ces personnes sont dans ces difficultés d'insertion? Alors là, vaste question, très très large. Il y a tellement de cas de figure que là, en réfléchissant en même temps, alors il y en a plein qui peuvent être totalement dramatiques. Hein. Je pense à cette pauvre dame du nord de la France qu'on a eu assez longtemps chez nous et qui avait vécu une enfance de misère que je ne pourrais même pas raconter au micro, mais vraiment des choses qu'on ne peut pas imaginer sur la souffrance d'enfants, etc. Et donc évidemment, quand ensuite, dans sa vie de femme, elle se retrouve aussi avec des difficultés, avec un mari qui la bat, qui boit, etc., ça paraît caricatural, mais je peux vous assurer que les caricatures, je les ai vues en réalité dans nos bureaux. Et donc effectivement, toute la vie de cette personne peut être totalement cabossée et c'est très compliqué à un moment donné de revenir en reconstruction complète, mais au moins de pouvoir rétablir un peu les choses et de revenir dans le monde tel qu'il est aujourd'hui avec des outils qu'on pourra tenter de lui apporter, mais on n'est pas seul. Il faudra aussi qu'il y ait évidemment des médecins, des psychologues, etc. Il y a des gens qui viennent de pays étrangers, de pays je me rappelle très bien en 2007 avoir eu dans mon bureau des gens qui venaient du Rwanda, dont toute la famille avait été massacrée à la machette. Je peux vous dire que ça laisse des traces aussi quand on vous le raconte, parce que c'est des choses qu'on imagine assez peu quand on vit en France. Ouais. Voilà, il y a des gens qui ont été confrontés au suicide dans la famille, etc. Et tout d'un coup, on perd pied, quoi. On perd pied complètement et on n'est plus en capacité seul de repartir. Et puis il y a ceux qui sont issus de milieux défavorisés dès l'origine et qui ont eu affaire
au narcotrafic, on en parle beaucoup en ce moment, et que c'est vrai que quand dans votre famille, papa se lève pas, maman non plus, et que vous avez facilement, en faisant le guetteur, tant d'euros par jour, je me rappelle avoir eu cette discussion dans mon bureau il y a fort longtemps avec un, je dis, moi, c'est vrai que je ne peux t'offrir qu'un peu plus que le SMIC, et je comprends bien que quand tu me dis que tu gagnes 2 fois ça par le trafic, moi, j'ai rien à te répondre à ça. La seule chose que je peux te dire, parce que je vais pas te faire la morale, moi je ne vois pas pourquoi je te ferais la morale. La seule chose que je peux te dire, c'est est-ce que tu vois toute ta vie et construire quelque chose en étant dans ce type de trafic? Est-ce que c'est pas mieux pour ta construction personnelle en tant qu'individu d'avoir un métier un jour, de prouver des choses par ton métier, d'avoir, quand tu auras des enfants, d'être fier parce que tu as été mécanicien, jardinier, ingénieur, enfin il y a plein de... Est-ce que c'est pas mieux de le faire comme ça? Voilà. Et je mets cette graine-là, simplement. Je ne peux que mettre une graine. Mais évidemment, qui suis-je pour aller lui dire mais si tu vis de 2 ou 3 fois le SMIC en faisant du narcotrafic, arrête ça tout de suite et contente-toi du SMIC et la vie va être belle. Bah, forcément, il faut arrêter de dire des choses comme ça. Donc, je peux simplement essayer de poser des graines pour qu'il s'interroge sur la durée et que ce qui est dans l'instantanéité de sa vie aujourd'hui ne sera peut-être pas durable s'il poursuit les choses de cette façon. Dans cette voie-là. Je vais te poser une question difficile, mais je pense qu'il fait sens. Pourquoi aider ces personnes? Je ne sais pas si je me suis interrogé profondément sur ça. Moi, je pense que j'ai toujours eu envie d'avoir dans mon métier une action impactante positivement sur l'environnement au sens large, c'est-à-dire sur l'environnement en tant que nature, mais aussi évidemment sur le social. Et que l'outil entreprise, il est pour moi un formidable intégrateur pour des personnes en difficulté. Alors après, ça répond pas entièrement à ta question, non. J'entends bien. C'est très difficile. C'est pas une volonté de pas le dire, c'est que je ne vois pas la réponse immédiatement, mais elle existe peut-être. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire, tu vois, déjà en fait que tu dormirais peut-être un petit peu mieux avec un petit peu moins d'emmerdes. Comme tout dirigeant d'entreprise. Comme tout dirigeant, ouais, parce que je pense que déjà quand tu es dirigeant d'une entreprise un peu plus traditionnelle, tu as déjà plein d'emmerdes, mais là tu t'en rajoutes un peu. Ça c'est un premier point. Le second point, c'est que on peut livrer une mission justement en optimisant, maximisant un petit peu sa productivité, en ayant des collaborateurs dont on sait qu'ils seront totalement fiables et qui répondront à la demande, etc., etc. Néanmoins, je pense effectivement en fait que c'est pas totalement suffisant, surtout quand on est soi-même plutôt engagé et que la dimension de son engagement est pas que financier et économique, mais aussi social. Mais comment peut-on imaginer, parce que le défi est absolument abyssal, comment peut-on imaginer que à l'échelle individuelle, en aidant telle et telle personne, eh bien, finalement, on arrivera à résorber ces fractures sociales et humaines gigantesques et qui nous rapprochera un petit peu du mieux, ou de se dire, non, mais en fait, c'est pas ma responsabilité, il y a les collectivités, l'État pour ça, que tout le monde ait un contrat d'agent de la fonction publique, et puis au final, tu vois, et puis ça sera peut-être en fait des allocations budgétaires plus pertinentes, j'en sais rien, mais comment, individuellement, en aidant chacune de ces personnes, on arrive à faire mieux société et à réduire nos fractures et à régler un sacré paquet d'autres problèmes. C'est très large et très vaste dans ma tête, là. Je pense que ça se bouscule. Oui. D'une part, c'est la première des choses, il n'y a pas que là-dessus, j'ai toujours eu cette pensée un peu du colibri, c'est-à-dire que je n'entends pas qu'on puisse nous dire ce que je fais est tellement infime dans le fleuve que ça ne compte pas. Que ça ne compte pas. C'est bien l'addition des infimes qui va faire le flot. Et c'est vrai sur plein de sujets. Donc ça, c'est souvent une discussion que je peux avoir avec certains jeunes que j'accueille. Non, c'est pas vrai que l'action individuelle, elle est diluée. Donc c'est bien, il faut que chacun d'entre nous, on a cette capacité de faire des choses et c'est l'addition qui fera les grands cours d'eau. J'ai dit souvent... je me rappelle d'ailleurs l'avoir dit à ma responsable des ressources humaines, je crois que c'est en 2008 quand elle est arrivée dans notre équipe. Je lui ai dit, tu vas avoir sans doute le boulot le plus compliqué de la boîte. Accueillir des gens en grande difficulté, entendre la misère du monde dans ton bureau tous les jours. Si tu crois
que tu vas changer le monde, toi toute seule, tu vas t'épuiser en 15 jours. Tu ne changeras jamais le monde, toi, toute seule. Mais au moins, tu auras fait ce que tu es en capacité de faire, si tu le fais, mais ne pense pas changer le monde avec une baguette magique toute seule. Tu le feras jamais toute seule. Et je pense qu'on est un certain nombre dans la boîte à avoir ça en tête, c'est qu'on est convaincu du rôle qu'on a à jouer, on est convaincu de ce qu'on fait, mais nous, on va pas sauver le monde tout seul. Ça, c'est certain. C'est bien avec d'autres qu'on essaiera de le faire. Et je vais être encore plus clair. Je me suis toujours interdit de prendre comme salarié des gens qui pensaient sauver le monde en arrivant à la feuille d'érable. Ah ouais. C'est les pires, c'est ceux qui feront les plus grands problèmes, c'est ceux qui vont être déçus tellement vite que ça va être la catastrophe. Donc les Robins des Bois du quotidien, c'est très peu pour moi. C'est-à-dire qu'en revanche, d'être certain que sa mission à soi, on va bien la faire, qu'on va marche après marche franchir les étapes, et que de dire au bout de 24 mois de contrat de travail, même si la personne, elle n'est pas totalement sortie de ses problèmes, que, par exemple, elle a au moins un logement grâce à nous. C'est énorme. Quelqu'un on en a eu quelqu'un qui dormait dans sa voiture et à l'issue de ce temps-là, il a réussi à avoir un logement. Il va pouvoir laver ses affaires chez lui. Et ça paraît complètement sot, hein, mais quelqu'un qui dort dans sa voiture et qui revient le soir avec ses vêtements mouillés, il peut pas les faire sécher. Et donc, il va pas tenir 15 jours. C'est tout à fait technique et pragmatique. Il faut, à un moment donné, pouvoir faire sécher ses vêtements. Donc nous, l'envie n'était pas simplement de le sortir de sa voiture. On savait que c'est parce que pouvoir avoir un chez-soi, ça allait aussi permettre de tenir dans le travail par la suite. Voilà, donc attention à ne pas vouloir être celui qui va changer le monde tout seul, parce que ça, à mon avis, c'est se tromper fortement. Mais on est un des acteurs et on est un des rouages et on est un des maillons de cette chaîne très complexe, en réalité. Et je pense qu'un entrepreneur classique, il a une action sociale aussi. Quelqu'un qui offre, ça fera bondir le mot offre, mais qui offre un emploi à quelqu'un, oui, il permet à cette personne de trouver sa place dans la société et il lui permet d'avoir des revenus pour vivre, parfois moins bien que d'autres, mais en tout cas, c'est bien quelqu'un qui a une action d'inclusion sociale aussi, d'une autre façon. Mais... Absolument. Comment t'es arrivé à la tête de la feuille d'érable ? Donc, moi, j'ai fait des études plutôt scientifiques. Je devais faire de la recherche en biologie, domaine dans lequel je n'ai pas travailler en réalité. Je suis rentré ensuite en formation sur les métiers de l'industrie, en méthode et qualité. Et mon parcours m'a amené un jour à rentrer chez Bretagne Atelier, qui s'appelle Tallendi aujourd'hui, qui était la plus grande entreprise adaptée de France à l'époque. Et moi, je n'y connaissais rien à ce domaine-là en réalité. Et dans cette première expérience, donc sous-traitant de rang 1 de PSA, par exemple, hein, c'était pas rien. Ça n'est toujours pas rien, Bretagne Atelier. Et dans ce poste-là, où j'étais en responsabilité des méthodes sur une partie du client PSA, je me suis rendu compte qu'on pouvait à la fois être performant économiquement et performant socialement, que c'était pas mais l'un ou l'autre. Parce que 80% des salariés qui étaient dans ces ateliers étaient des gens en situation de handicap. L'autre fil, sans doute, et j'arrive à comment je suis rentré à la feuille d'érable, c'est le management. C'est que je me suis rendu compte dans tout mon parcours professionnel qu'il n'y a pas d'autre problème en réalité dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Il n'y a pas d'autre problème que des problèmes de management. Le reste, ça se solutionne. C'est des problèmes techniques, c'est des problèmes de coûts. On trouvera des solutions. Mais si on ne prend pas le temps de régler les problèmes de management, vous pouvez avoir un service qui explose en vol. On pourrait citer quelques entreprises qu'on connaît qui ont eu d'énormes soucis dans leur façon de manager et qui ont parfois même eu comme conséquence des suicides dans des très grands groupes. Et je me suis aperçu de ça toute ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui pose d'énormes problèmes, le management. Donc, je me suis formé à un moment donné à l'IGR sur un diplôme de développement des compétences managériales. Et j'étais toujours en poste chez Bretagne Atelier. Et à un moment donné, alors que j'étais encore en formation, on est venu me proposer ce poste de direction à la feuille d'érable, parce qu'à la feuille d'érable, à ce moment-là, il y avait d'énormes problèmes de management. Il y avait un couloir production qui parlait plus au couloir administratif. Il y avait toutes les problématiques un peu concentrées de ce qu'on peut rencontrer. Et je me suis dit, voilà quand même c'est un beau terrain de jeu, ça. Un terrain de jeu énorme. Et contre l'avis de mes proches, ma femme la première, qui m'a dit, mais pourquoi tu veux aller
prendre en main une situation aussi dangereuse, explosive, qui risque de te péter à la figure très vite. Et je lui dis, mais je peux pas prôner le management centré sur l'humain comme je le fais depuis un moment, sans me confronter à une situation extrêmement tendue, de crise. Parce que quand tout va bien de parler de management centré sur l'humain, bon, tout le monde peut entendre. Mais alors quand c'est le bazar pas possible et que l'entreprise est au bord de l'explosion, est-ce que les méthodes auxquelles je crois, elles marchent, quoi? C'était ça que j'avais envie de voir. Et le deuxième aspect qui m'a fait accepter de prendre ce poste, c'est que pour un Rennais, la feuille d'érable, ça parlait. Et quand j'étais gamin, en centre-ville de Rennes, je voyais mon grand-père mettre les journaux une fois par semaine devant sa porte, emballés dans une ficelle, et je voyais le camion de la feuille d'érable qui passait, et les gars à l'arrière qui remplissaient le camion avec ça. Donc, dans l'imaginaire du jeune que j'étais, de l'étudiant en écologie que j'ai été après, l'action sociale de la feuille d'érable, c'était déjà quelque chose, ça me marquait. Je me suis dit, mais bon, voilà, il n'y a peut-être pas de hasard il y a une opportunité qui s'offre à toi, c'est celle de prendre la direction d'une boîte qui a un impact sur l'environnement, qui fait du social comme tu aimes qu'elle soit, qui est une asso, certes, mais qui est une asso fiscalisée, donc qui était déjà une entreprise à l'époque, puisqu'on payait l'impôt sur les sociétés. Ça cochait toutes les cases en réalité. Plus cette tentation que j'avais de vérifier si mes méthodes, pas les miennes, mais celles auxquelles je croyais, pouvait s'appliquer dans une situation de crise. Et j'ai donc accepté le poste. Et en quelques mois, avec l'ensemble de l'équipe, parce qu'évidemment, la base d'ailleurs du management, c'est de surtout pas croire que c'est soi tout seul qui va révolutionner l'organisation. Donc on a réussi en quelques mois à redresser la barre et à faire de cette association qui avait un certain nombre de problèmes, mais qui était saine par ailleurs, économiquement, elle n'était pas déficitaire, etc. Et de faire un très belle entreprise comme elle l'est aujourd'hui. Donc voilà comment je suis passé d'un monde à l'autre à l'époque. Ah, c'est dingue. Et ça a toujours un statut associatif, la feuille d'érable, ou... Non. Alors on est un peu complexe à expliquer, mais donc créé en 83 sous forme associative. Quand je suis arrivé en 2007, le conseil d'administration me dit bon, Eric prend les clés du camion, transformez-vous en SCOP, par exemple, parce que on voit bien que le modèle associatif tel qu'il avait été pensé n'est plus adapté. Pourquoi ? Parce que le temps de l'entreprise, c'est pas le temps du conseil d'administration d'une asso. C'est pas une fois par mois ou une fois par trimestre qu'on décide des choses, c'est au quotidien. Ils l'avaient bien compris, mais je leur dis à ce moment-là, et c'est des gens que j'apprécie beaucoup et dont certains sont aujourd'hui des amis, je leur dis, vous êtes en train de refaire la même erreur que par le passé. C'est-à-dire que vous voulez faire le bien des gens à leur place. C'est pas, tiens, voilà les clés du camion Eric, transformez-vous en SCOP. C'est, tenez l'équipe de la feuille d'érable, voilà peut-être les clés du camion. En quoi voulez-vous vous transformer ? Et donc, ils ont compris. On a pris quelqu'un pour étudier les différentes possibilités qui existaient juridiques. Et avec l'équipe, on a décidé que celle qui nous allait le plus, c'était de se transformer en une société par action simplifiée, une SAS. Et donc, on a décidé ça. On a basculé tous les salariés et toute l'activité commerciale dans cette feuille d'érable SAS qui est aujourd'hui celle que je préside. Et ça a très bien fonctionné. Ça ne nous a pas du tout changé la vie parce qu'on était déjà fiscalisés. Donc, financièrement, il n'y avait pas d'impact, quoi. Non, il n'y avait pas d'impact. C'est juste, je crois que c'est De Gaulle qui disait il y a un moment, il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Mais c'est-à-dire que notre arrière-pensée, c'était effectivement d'être une entreprise, mais parfois vis-à-vis des clients, quand ils nous disaient vous êtes une asso, finalement vous êtes un service de la ville, ce n'est pas possible qu'on continue à entendre ça, alors qu'on se bat au quotidien pour continuer à être une entreprise dans le secteur marchand et concurrentiel qu'on était déjà en tant qu'asso. Donc on a créé cette SAS, et puis alors l'asso, elle existait encore, d'ailleurs elle existe toujours, elle existait encore. Et ce que l'on a décidé, alors ce que j'ai proposé à un certain nombre de mes salariés permanents, donc les permanents, c'est ceux qui sont là dans la durée, c'est pas les gens en insertion, parce que par définition, si vous êtes là en moyenne 15 mois, vous pouvez pas vous inscrire dans la gouvernance. C'est pas... Ce que j'ai proposé à ceux dont je sentais qu'ils en avaient l'envie et la capacité, c'est de créer une holding qui s'appelle aujourd'hui la Feuille Durable. Et cette holding a racheté la feuille d'érable à l'association. Et donc, on est aujourd'hui 11 collaborateurs qui ont souhaité monter dans la holding et moi, propriétaire de l'entreprise Feuille d'érable.
Ok, super. Voilà. Donc ça c'est le truc extraordinaire, c'est que nous, au quotidien, on décide de notre avenir. Les décisions qu'on prend, c'est nous qui les prenons, il n'y a personne au-dessus on les prend et on avance. Quand on a de l'investissement à faire, on le fait. Et si on se trompe, ça sera de notre faute. Il n'y a pas d'autre décisionnaire et cette décision est répartie justement par toutes les parties prenantes internes Exactement. de l'entreprise. Et on n'a pas souhaité être une SCOP parce qu'on trouvait que le carcan était très complexe à mettre en place et que ce qui nous gênait dans la SCOP, c'est de proposer à tout le monde d'être associé. Et ça, moi, je n'y crois pas du tout. Je suis toujours quelqu'un qui pense aux affinités électives, c'est-à-dire que c'est bien, à un moment donné, quelqu'un qui a envie, à qui on doit le proposer. Mais pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont le droit de dire, moi, j'ai pas envie, je veux rester juste salarié, j'ai pas envie d'être associé en plus. Et ils ont toute légitimité à le dire. Et donc, c'est vraiment ceux qui avaient envie, la compétence pour le faire, à qui on l'a proposé. Et je peux même vous donner une précision supplémentaire, c'est que j'ai souhaité ne pas avoir plus de parts que les autres. Donc, on est dans cette holding à part égale. Voilà. Mais ça offre une légitimité aussi encore plus importante dans ces prises de décision et puis dans la direction de l'entreprise, parce que chacun est à part égale, que la redistribution, je ne sais pas si d'ailleurs il y a une redistribution des dividendes ou s'il y a une réallocation totale des dividendes en fait dans la machine industrielle. Oui, majoritairement, on réinvestit tout. Alors, la notion de dividende, elle peut exister, mais si elle existe, c'est en parallèle d'une distribution de primes exceptionnelles qu'on ferait à ceux qui ne sont pas associés. Ouais, on a toujours cette ligne-là, c'est-à-dire que il n'y a pas juste des dividendes qui seraient versés aux associés. D'ailleurs, avant qu'on ait ce modèle-là, quand on faisait des années correctes, moi, je partais du principe qu'on devait essayer de redistribuer une partie, et donc il y avait une prime exceptionnelle qui était mise en place pour les permanents en partie. Voilà, donc on est toujours resté sur ce schéma-là, donc on est plutôt quasi totalement d'ailleurs, dans le réinvestissement des dividendes dans l'entreprise, dans l'outil industriel, là on a une vraie réflexion sur les bâtiments depuis quelques années qu'on n'arrive pas à faire aboutir, mais voilà, notre force c'est ça aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour soutirer du dividende à la structure. On est là pour qu'elle soit encore là dans 40 ans. Ouais. Et justement, parce qu'il y a une mission sociale, dans quelle mesure vous allez devenir, si vous ne l'êtes pas, entreprise à mission? Et ça a été une grande modification aussi des acteurs économiques par la loi Pacte, avec la création de ce statut avec un certain nombre de grandes entreprises. Alors, on voit peu à peu que ces principes de redistribution, d'élaboration d'une raison d'être, de contribution à un bien commun, commencent à irriguer un petit peu l'économie des grandes entreprises du CAC 40 aux entreprises les plus proches du territoire. Donc, tu es le président du MEDEF 35, qui représente les acteurs économiques d'Ille-et-Vilaine. Donc, tu as aussi cette vision de celle d'un entrepreneur engagé et de celui du représentant de ces entreprises qui sont toutes différentes et qui poursuivent aussi des missions différentes. Donc, comment toi vois-tu déjà ces nouveaux statuts de société à mission, de la manière dont elles irriguent la société, et notamment les sociétés d'Ille-et-Vilaine, et l'avenir aussi qu'on prédit finalement à cette nouvelle forme d'économie un peu raisonnée et encore une fois dédiée au bien commun et d'une certaine manière en fait à la redistribution de cette création de valeur. On n'a pas tranché encore cette question. On est en train de retravailler les choses là, après quelques années post-Covid, un peu de reconstruction sur plein de sujets, dont le problème qu'on a eu sur notre cyberattaque à une époque. Donc c'était pas le sujet central pour une raison, c'est qu'on partait du principe que on est déjà labellisé entre guillemets entreprise inclusive par l'État, puisqu'on ne peut pas faire de l'inclusion sans que et c'est logique, sans qu'il y ait un tiers qui nous dise, et c'est l'État en l'occurrence, vous êtes équipé pour accueillir ce public en difficulté. Donc le fait d'être à la fois entreprise d'insertion sur la partie déchets, entreprise adaptée, c'est-à-dire employant des travailleurs handicapés sur la partie station de lavage, c'est déjà passé sous les fourches codines légitimement d'un tiers qui s'appelle l'État et qui vérifie que vous êtes équipé et correctement équipé pour le faire. Donc je ne voyais pas avec mes collègues pourquoi il y avait une urgence à ce qu'on se remette un carcan supplémentaire qui était le fait d'être entreprise à mission au moment où ça a été créé.
Il n'empêche que la question se repose pour nous aujourd'hui, parce que je trouve qu'on peut y réfléchir de nouveau, d'autant qu'il y a déjà eu des acteurs à expérimenter et que peut-être ça va nous aider aussi à comprendre quel est l'intérêt. C'est ce que j'allais dire. Ça se trouve, en vérité, tu trouves qu'il n'y a pas d'intérêt à la création de ce statut. Et pour nous, en tout cas. Pas pour une entreprise classique, j'entends bien. Ouais. Mais nous, on montre déjà 1000 fois patte blanche dans l'année. Donc, a-t-on besoin de prouver plus encore à travers entreprise à mission? Alors, je me permets de préciser, au final. Donc, on a la loi Pacte qui considère que les entreprises, ça n'est pas que des entreprises qui vont vouloir performer économiquement, elles vont aussi vouloir avoir un impact. Donc, on l'évoque depuis le début, d'un point de vue environnemental, social et humain. Et donc, on a créé un nouveau statut qui n'est pas un statut de type SARL, SAS, URL. Donc, c'est un de ces statuts d'entreprise auquel on adjoint une petite ligne qui signifie « je suis entreprise à mission », mais qui a la particularité d'intégrer au sein de ces statuts un certain nombre de dispositions qui sont la raison d'être, ce pourquoi l'entreprise existe, la mission, comment elle livre, comment dirais-je, sa raison d'être, et puis après un certain nombre d'objectifs, on appelle statutaires, c'est-à-dire on n'est pas là que pour faire du fric, on est là aussi pour participer, encore une fois, je le résume de cette manière-là, au mieux commun. Et puis après, enfin, il y a un comité de mission qui est censé un peu contrôler est-ce qu'on réalise ou pas, est-ce qu'on atteint ces objectifs ou pas. Ce qui est engageant parce que c'est dans les statuts. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on est d'une certaine manière dans l'illégalité. Et c'est vrai que si naturellement on est une entreprise issue de l'économie sociale et solidaire ou en tout cas plongée dans ces enjeux depuis 1983 et a fortiori depuis 2007, c'est-à-dire depuis le temps que tu diriges l'entreprise, il y a moins d'intérêt. C'est vrai qu'il y a moins d'intérêt. Et c'est ce que tu évoques là. C'était une précision pour les auditeurs. Ce que tu évoques là, c'est comment des entreprises plus traditionnelles peuvent se rapprocher de ces enjeux et peuvent donc les formaliser aussi avec un certain nombre d'enjeux, d'engagement pour les collaborateurs, de clarification pour les parties prenantes, pareil aussi de formalisation en fait des objectifs stratégiques dans leur business plan, etc., etc., etc. Alors pour tout te dire, on a missionné l'agence Déclic, bien connue ici à Rennes, pour travailler le sujet avec nous. Donc là, on est en train avec eux de construire clairement la raison d'être. En tout cas, de l'écrire, parce que c'est surtout ça le sujet. Il faut la formaliser. Et la question à l'issue de ce premier travail sera, est-ce qu'on a envie, et je ne prendrai pas la décision tout seul, est-ce que collectivement, on a envie de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire entreprise à mission. À côté de ça, moi, j'ai l'expérience hyper intéressante. Je préside le comité de mission d'un grand groupe bancaire breton. Arkea, pour ne pas le citer. Et donc, je vois bien comment... pour un groupe bancaire, c'est hyper engageant d'être passé entreprise à mission. C'est extraordinairement engageant. Et comme tu le disais, c'est que ce qu'on écrit, on doit prouver qu'on le fait. Et derrière, on a les parties prenantes et dont un comité qui va contrôler qu'on s'est bien engagé et on est bien aligné avec ce qu'on a écrit. Donc, c'est pas du tout des mots en l'air. Quand on rentre entreprise à mission, on a intérêt à ce qu'on écrit est bien effectivement. Et par exemple, quand une banque, et celle en question, décide de plus financer l'aviation avec, en tout cas, avec des carburants fossiles, c'est hyper engageant. C'est-à-dire qu'elle prend une décision hyper engageante. Elle a arrêté un certain nombre de choses très précisément. Donc, je vois bien l'intérêt extrêmement fort que peut avoir le fait d'être entreprise à mission. C'est aussi un moment pour les collaborateurs. Alors, on parle, le mot peut-être un peu étrange et galvaudé, mais de marque employeur. Mais quand on a envie de recruter des collaborateurs et qu'ils restent engagés et qu'ils comprennent la finalité de l'entreprise dans laquelle ils sont, je vois bien que pour une banque, c'est évidemment un atout supplémentaire que de prouver que quand on dit des choses, on les fait et qu'on doit être super fier d'être dans une banque qui est devenue entreprise à mission. Pour une entreprise comme la Fédérable, on est déjà tellement regardé sur les sujets et je pense qu'on n'a pas approuvé grand-chose d'autre que ce qu'on fait depuis 40 ans, que la question ne se pose pas dans les mêmes termes, en réalité, c'est tout. Mais sur le fondement de l'entreprise à mission, c'est relativement extraordinaire. Alors, il faut dire aussi que je ne suis pas certain qu'il y ait eu tout d'un coup un déploiement énorme d'entreprises à mission en France, je vais le dire assez franchement. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu au début. Je ne sais plus quel est le nombre d'entreprises à mission, tu pourras vérifier, mais c'est 1200 ou quelque chose comme ça. On va le regarder tout de suite.
Et effectivement, il n'y a pas un raz-de-marée d'entreprises à mission non plus. Donc, c'est ce qui prouve bien que c'est engageant et qu'il faut y aller par étapes et qu'on n'est pas du tout dans le washing, et c'était bien l'objet de cette chose-là. Fin 2023, 1490. Voilà. Donc effectivement, c'est pas énorme. C'est intéressant ce que tu dis, parce que en réalité, il faut bien rappeler, parce qu'il y a probablement des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par ce statut-là, mais ça n'est pas un label. Ça n'est pas là, en fait, pour statuer du bien fondé de la mission ou alors de la vertu de l'entreprise. Pour cela, il y a d'autres labels, le label Lucie, ISO 96000, je crois, un truc comme ça, de certification comme B Corp, mais elle n'est pas là pour venir témoigner, effectivement, encore une fois, de la qualité du projet ou de quoi que ce soit. C'est au contraire un outil interne de l'entreprise. Ce sont des sujets auxquels tu es confronté, toi, à la tête du MEDEF 35. Première question. Deuxième question, c'est... je me sens un petit peu obligé aussi de la poser. Il y a aujourd'hui des organisations patronales, en tout cas une un peu concurrente avec Impact France, qui se positionne sur ces entreprises à mission ou ces entreprises qui ont justement vocation à dépoussiérer l'économie d'hier et se positionnent comme le MEDEF de l'impact. Bon, c'est ce qu'ils font avec Pascal Desmurger et Julia Faure, donc comme coprésident et coprésidente. Comment le MEDEF se positionne sur ce sujet-là et quel est le travail aussi du MEDEF sur ces sujets d'impact? Alors, sur ce qui est du MEDEF Ille-et-Vilaine, puisque c'est celui que je connais le mieux, on est extrêmement engagé sur le sujet et on a d'ailleurs déployé avec nos autres collègues des autres départements bretons une formation aux entreprises et aux chefs d'entreprise sur la RSE, qui a un succès phénoménal. On a 4 différents modules suivant le niveau de maturité de chaque entreprise. Parce qu'il y a celui qui démarre et qui ne sait pas par où prendre le sujet. Donc, comment je rentre dans la RSE. Et puis, il y a celui qui est déjà très avancé. Et là, on a créé un club avec des entreprises très avancées qui peuvent essayer encore plus de mieux faire en discutant entre elles. Et donc, on a une salariée quasi à temps plein sur le sujet aujourd'hui qui anime ces groupes-là. Donc, on voit que c'est un sujet qui est très prégnant sur les entreprises bretonnes, clairement. Je pense que ça étonnera personne que ce territoire a des entreprises qui s'intéressent à la RSE. Et on est ravis d'avoir monté ce module parce qu'effectivement, c'est un succès phénoménal. Alors, je pense qu'il n'y a pas à opposer ce qu'on fait là avec Impact France. Très honnêtement, je pense que ça n'a pas du tout le même impact, sans jeu de mots. Bon, MEDEF, première organisation patronale de France, qui touche le plus nous, on représente 95% des PME sur le territoire. Donc, si nous, on fait une action RSE, évidemment, on va diffuser la bonne parole d'une manière extrêmement puissante, clairement. Et encore une fois, l'idée n'est pas du tout d'opposer les modèles, mais quand je te disais que j'étais pas un fan de ce terme d'économie sociale et solidaire, c'est parce que je trouve qu'on a tous le même terrain de bataille et que ça laisse penser que tout d'un coup, il y a des gens qui s'excluent et qui créent leur propre zone de jeu, alors que on est tous sur le même terrain économique et concurrentiel et que on a tous à fourbir les mêmes armes pour s'en sortir et que vaut mieux qu'on soit solidaires et ensemble sur ce terrain-là que d'essayer de chacun, et ça c'est peut-être un esprit marketing, d'essayer de créer son propre modèle à côté. Moi, j'ai jamais été un fan du terme économie sociale et solidaire. Je suis pas un fan d'Impact France pour la même raison, parce que c'est tout d'un coup parfois vouloir donner des labels de bonne conduite aux entreprises qui, au quotidien, font ce qu'elles peuvent avec qui elles sont, et Dieu sait qu'en Bretagne, elles font le mieux qu'elles peuvent et elles essayent d'avancer. Et c'est pas en leur disant vous êtes le monde d'hier, l'entreprise classique qui a une action négative et regardez comme nous on est les Robins des Bois et comment on fait des choses formidables dans notre petit monde qu'on a créé à part. Je suis Il y a un peu d'impact washing, quoi. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on se rassemble tous et je ne vois pas l'intérêt d'essayer de catégoriser de cette façon-là, mais c'est mon avis et c'est bien aussi pour ce pourquoi je suis au MEDEF aujourd'hui. C'est que moi, je pense que j'ai beaucoup plus d'impact en étant dans le MEDEF
que si j'étais dans un petit monde à part. Et je peux te le dire que quand j'ai quitté un certain nombre de filières ou de fédérations très liées à mon métier à une époque, j'ai vu le changement complètement d'envergure que je pouvais déployer auprès des collègues. Quand je parlais au sein d'un MEDEF, c'est quand même pas la même chose que de parler dans une petite filière à côté. Voilà, quand je parle très régulièrement avec Patrick Martin, le président du MEDEF, que je connais bien avant qu'il soit président du MEDEF, c'est vachement plus impactant quand j'ai des discussions avec ces acteurs-là que si je discute de manière nombriliste avec les gens qui font juste de l'insertion ou voilà. Et c'est pas dénigrer dire juste de l'insertion, c'est simplement que il faut élargir son point de vue et tout le monde est dans le même bateau et ne créons pas des aquariums à exclure encore une fois. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et c'est moi d'ailleurs tout mon engagement, c'est tout mon engagement à Nouveau Récit au sein de Précis. C'est déjà en fait de dire que, et c'est un peu pour ça que j'ai appelé ça Nouveau Récit, ces nouveaux récits que l'on écoute ne sont pas nouveaux. Et ils sont portés par les chefs d'entreprise, de TPE depuis longtemps, depuis toujours. Il y a toujours eu des dérives, il y a toujours des modèles en fait sur lesquels on essaie de pointer du doigt parce que bon, mais en fait ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on peut favoriser ces modèles et peut-être même les protéger. Parce que, encore une fois, une entreprise, par essence, par nature, est un acteur social. Tu l'as évoqué tout à l'heure. On emploie des collaborateurs, on a un impact économique, on contribue aussi financièrement par les impôts et on essaie de limiter, pour le coup, son impact, parce qu'un impact peut être positif ou négatif, mais on essaie de limiter cet impact justement par des actions sociales, voire écologiques. L'intérêt peut-être des petites crèmeries, c'est qu'on spécialise le propos et on peut essayer de faire remonter dans les plus grandes crèmeries des sujets qui sont importants. Et peut-être de voir les choses d'un peu plus loin pour les faire remonter, pour échanger, pour débattre, pour essayer de réduire le temps pendant lequel on va réussir à défendre un certain nombre de sujets. Et je crois que la Bretagne était une terre d'expérimentation formidable. On en a parlé. Le dernier épisode, c'était avec Aurélie Basse, la responsable de la marque Bretagne, au BDI, Bretagne Développement Innovation, et de voir qu'il se passe vraiment de très belles choses ici et qu'on n'a pas eu besoin de les nommer, au final, pour qu'elles aient encore une fois un impact positif. Moi, ce que je me dis, c'est que est-ce que parfois, en fait, on se met pas des bâtons dans les roues dans cet environnement hyper concurrentiel quand on va chercher des personnes dans des chantiers d'insertion qui sont éloignées de l'emploi, qu'il va falloir former, tu vas avoir des difficultés managériales terribles pendant que d'autres continueront à se développer parce qu'ils feront fi de ces considérations-là. Mais à quel point sur le temps long, on a besoin de cela parce qu'encore une fois, ça ira réparer un certain nombre de choses en société qu'il faut réparer et qu'il ne faut pas ignorer. Premier point, et on va s'orienter tout doucement sur la fin de notre entretien qui est déjà passionnant et long. Et la deuxième chose, c'est que en Bretagne, on a des nouveaux modèles et il faut pouvoir aussi repenser les défis industriels d'aujourd'hui. On pense notamment, là spontanément, je pense aussi à la fonderie de Bretagne. Je pense aussi à notre modèle agricole où on doit replacer l'humain, mais derrière la considération humaine, il y a des questions industrielles, il y a aussi des questions financières. Il y a pas que des enjeux bretons, mais il y a aussi des enjeux européens. Aujourd'hui, on le voit aussi dans la situation géopolitique dans laquelle on est. Le petit agriculteur à côté qui doit finir ses fins de mois, eh bien, il y a une concurrence terrible dans les autres pays du monde. Voilà, tu vois, c'est encore une fois une question un petit peu vaste, mais besoin un petit peu de t'entendre sur les limites que l'on se pose face à des enjeux globaux impérieux, extrêmement importants et qui parfois peuvent faire peur. Je me venait en tête l'exemple des réfugiés ukrainiens, déplacés, je crois que c'est le terme exact d'ailleurs. Si on pense que sur notre territoire, c'est juste les entreprises inclusives qui ont accueilli les déplacés ukrainiens, on se trompe. On a été, nous, à la manœuvre MEDEF 35 et on a été aux côtés de la préfecture et leader sur le sujet pour accueillir un maximum de personnes parce qu'on s'est dit, c'est dans les entreprises du territoire d'Ille-et-Vilaine qu'on
on va trouver des postes possibles et pas juste dans nos entreprises inclusives. On n'est pas suffisamment nombreux. On a été pendant plusieurs mois leader sur le sujet et il y a eu des sacrées belles réussites dans des entreprises classiques, des gens qui sont aujourd'hui embauchés. Alors c'est majoritairement des femmes qui étaient déplacées à l'origine, mais qui travaillent dans des entreprises aujourd'hui du territoire. Il y a eu des échecs, clairement aussi, faut le dire. Mais le monde économique du territoire a joué le jeu de l'inclusion et donc de sa responsabilité sociétale en accueillant et en proposant des postes à des personnes issues d'Ukraine. Et l'État a joué aussi son rôle en essayant d'aider au logement parce qu'il fallait que tout ça se mette très vite en place. Et donc, dans un moment d'urgence, on a tous réussi à peu près à sortir de nos habitudes et à proposer des solutions qui, combinées les unes avec les autres, faisaient que le parcours de la personne était plus simplement tracé. Voilà, donc tout ça pour dire que je pense que les entreprises classiques, elles jouent le jeu, elles veulent continuer à le jouer. Il faut juste qu'on les accompagne, qu'on leur permette, si elles sont toutes seules, elles se plantent parce qu'elles capitalisent pas sur l'expérience des autres. C'est pour ça qu'on a créé le club des entreprises inclusives au MEDEF en 2019 et que les gens se réunissent pour essayer de partager leur expérience. Quand tu accueilles un autiste, par exemple, une personne autiste, si tu n'as pas été un peu formé à comprendre comment il fonctionne, l'inclusion va pas se passer. C'est-à-dire que, par exemple, une personne autiste, elle ne comprend pas le deuxième degré. Donc alors moi qui ai une tendance à plaisanter au deuxième degré de temps en temps avec l'équipe assez souvent, si je fais pas attention à ce que je dis en présence d'une personne autiste, je vais le braquer puisqu'il va prendre au premier degré ce qui n'en est pas. De la même façon, la personne autiste a du mal à comprendre à quoi ça sert de faire une pause café si on n'a pas fini son boulot le matin. Donc il faut lui expliquer. Et donc si le dirigeant n'a pas cette compréhension-là et s'il ne forme pas ses équipes à ça, il va accueillir une personne qui est autiste. Et elle va tout de suite se sentir exclue, cette personne, parce que les autres vont se dire il n'est pas sociable, celui-là, il vient pas au café, ou il dit pas forcément bonjour à tout le monde le matin, il va tout de suite à son poste de travail. Donc il faut qu'on ait le guide du décodage pour pouvoir accueillir des personnes qui ont ces problématiques-là. C'est vrai sur plein de problématiques d'ailleurs. Donc c'est l'idée qu'on a au MEDEF, c'est effectivement d'accompagner, parce que sinon on aura des échecs, clairement. Il suffit pas de décider qu'on a envie de faire correctement de l'inclusion dans une entreprise classique, il faut être accompagné. Alors je vais finir cet entretien en évoquant un sujet dont on parle souvent au micro de Nouveau Récit. C'est ce qu'on peut désigné par le triangle de l'inaction. D'un côté, on a des décideurs publics qui ne bougent pas parce qu'on a des consommateurs qui ne font pas le choix de la durabilité ou des entreprises proposant des nouveaux modèles. Et à côté de ça, on a également des entreprises qui évoluent lentement parce qu'elles se disent qu'on a un des impératifs économiques et deux aussi parfois des consommateurs qui font d'autres choix. Typiquement, on prend la fast fashion. On aimerait bien tous acheter durable, mais malheureusement, on a une offre qui parfois correspond davantage aux besoins des consommateurs. Avec encore une fois, un législateur qui a du mal à trancher ces questions et on le voit actuellement sur la loi qui avait été adoptée contre la fast fashion et qui a été enlevée de l'agenda en seconde lecture au Sénat. Toi, qui es un acteur économique avec la feuille d'érable, qui a décidé déjà depuis longtemps, une dizaine d'années, vous avez fêté il n'y a pas très longtemps les 40 ans de la feuille d'érable. Toi qui connais bien ces sujets, à ton avis, où doit-on placer le curseur ? Est-ce qu'il se situe plus au niveau de l'initiative de l'entrepreneur qui décide de s'engager et d'accompagner ces transformations ? Est-ce qu'il faut aussi que les consommateurs poussent davantage ? Est-ce qu'il faut que les politiques soient aussi davantage à la manœuvre ? Toi, tu as la particularité d'être un petit peu à la croisée de tout ça. Tu dialogues évidemment avec les collectivités et l'État sur les chantiers d'insertion parce que tu es un chef d'entreprise et parce que tu es aussi un consommateur et que tu vois la manière dont les clients aussi abordent ces sujets-là. Donc, idéalement, tout devrait s'actionner à l'unisson. Mais selon toi, par quel bout pourrait-on prendre les choses ? C'est l'éternelle question de l'œuf et la poule.
Je crois que j'en parlais avec toi au début de l'entretien. Moi, je suis absolument convaincu que le consommateur, c'est-à-dire nous, citoyens, on a un rôle essentiel. Si on ne se rappelle pas ça quand on est consommateur, on oublie qu'on est un politique ou une femme politique avec sa carte bleue, avec la décision d'achat qu'on a. Et ça, c'est parfois pas simple à faire comprendre. Je vois avec des jeunes avec qui je parle, pas toujours le truc le plus simple, mais je pense au bio, par exemple. Ma femme travaille dans le bio, donc je connais bien le sujet. De faire l'effort d'aller acheter du bio et d'aller le chercher local et de voir que c'est pas plus cher quand on va chez le maraîcher du coin en bio que quand on va dans la grande surface, on a un pouvoir et une puissance absolument incroyable à partir du moment où on additionnera tous les comportements de ce type-là s'ils s'additionnent. Et donc, moi, je suis absolument convaincu que c'est le pouvoir de l'individu, alors à différents niveaux, mais celui qui veut faire travailler une entreprise d'insertion comme nous, il joue un rôle fort en RSE parce qu'il a décidé de prendre comme prestataire pour la collecte de ses déchets ou pour le ménage quand c'est l'entreprise Eau-Claire qui fait partie du groupe. Parfois, c'est pas moins cher, c'est pas le moins-disant économique parce qu'on est une PME et que parfois, on n'a pas le prix de moins cher. Mais il part du principe qu'il préfère prendre ce prestataire-là parce qu'il verra l'impact positif sur l'environnement, sur le social et sur son territoire. Et donc, il a un engagement économique et politique par son geste. Et c'est vrai pour tout consommateur. Alors, ça ne veut pas dire que je dédouane tous les autres. Et tu le disais dans ta question, c'est un équilibre entre tous ces acteurs-là. Évidemment que le politique a son rôle fort à jouer. On avait, ces jours-ci, nous, alerté un certain nombre de parlementaires de tous horizons politiques. Et ça, là, c'est la force de la Bretagne sur un sujet complexe sur le retour de la consigne en Bretagne qui est très percuté par un acteur national. Et on s'est aperçu, et de manière très... moi, j'étais très... content que ça soit en Bretagne que ça se passe, que les parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, ont réussi à écrire un courrier commun à la ministre Pannier-Runacher pour lui dire voilà ce qui se passe aujourd'hui. Des entreprises comme la station qui fait partie de la Fédérable sont percutées par telle action. Est-ce que vous pouvez agir ? Donc voilà, c'est aussi leur rôle de faire ça et ils le font. Et moi je trouve ça génial que des écologistes, des PS, des LR, même des Insoumis, se mettent d'accord sur un courrier commun pour demander des comptes à un moment donné sur telle action d'un organisme parapublic national qui est en train de perturber l'écosystème. Donc c'est à tous les niveaux que ça doit se jouer. Oui, en tant que consommateur, oui, en tant que politique, oui, en tant qu'entreprise, mais c'est la responsabilité individuelle. C'est un truc qui se perd un peu beaucoup aujourd'hui. Je discute beaucoup avec des étudiants là-dessus. C'est quoi la responsabilité individuelle ? On a tous une responsabilité individuelle quand on est dans une entreprise, quand on va au supermarché, quand on va mettre son bulletin de vote. Et donc, on est un acteur qui agit et qui a des responsabilités dans son action et on doit assumer ses responsabilités. Je crois que c'est ce qu'on fait un peu à la Fédérable depuis 42 ans. Mais... Je crois qu'on a abordé pas mal de choses. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose ou est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder ? Écoute, on a abordé beaucoup de choses. Je serais bien resté encore 2 heures parler avec toi, mais il y a sans doute plein de choses à faire. Non, mais je te remercie parce que c'est assez rare d'avoir le temps long dans une interview. J'ai pas mal d'expérience maintenant de certains médias et je m'aperçois qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'intervenir dans une radio pour 5 minutes, par exemple. Parce qu'on a l'impression que les quelques mots qu'on va aligner ne sont absolument pas structurés, n'ont pas de sens. C'est la fameuse pensée complexe d'Edgar Morin, c'est-à-dire à partir du moment où on n'a pas le temps de déployer un peu quelque chose, ce qu'on signifie est totalement flat. Donc je trouve ça bien qu'il y ait des médias comme le tien qui puissent nous laisser le temps de déployer un peu la pensée, même si elle n'est pas toujours très claire, la pensée. Mais en tout cas, le temps long, ça manque tellement aujourd'hui que merci de m'avoir permis d'échanger longuement avec toi. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. À bientôt.